Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Historiapolis qui sera la deuxième partie de cette série sur l'histoire de l'Angleterre et du Royaume-Uni. Dans la première vidéo avait été évoquée une partie de l'histoire qui allait des origines du peuplement des îles britanniques jusqu'à la fin du règne d'Élisabeth Ier, et donc la fin de la dynastie des Tudors au début du XVIIe siècle. On avait vu que le règne d'Élisabeth, de Queen Bess, avait été marqué par deux phénomènes structurants. Premièrement, la montée de la rivalité maritime avec l'Espagne, qui devait se concrétiser en 1588 par l'expédition de l'Invincible Armada, gigantesque flotte espagnole réunie pour débarquer en Angleterre, qui s'était soldée par un cuisant échec. Deuxièmement, la montée des problèmes internes d'ordre à la fois politique et religieux, avec l'essor des puritains associés aux presbytériens écossais, ainsi que la persistance des catholiques en face du pouvoir anglican. Tout ceci va avoir de grandes conséquences sur les décennies suivantes en Angleterre et sur le XVIIe siècle en général, qui va se conclure par la soumission progressive et définitive des îles britanniques à la couronne anglaise, et ainsi par la création du Royaume-Uni par une intégration relativement pacifique concernant l'Écosse, et par l'intégration de force et l'annihilation concernant l'Irlande. Cette seconde vidéo portera donc sur une période allant du début du XVIIe siècle jusqu'à 1815 environ, donc couvrant les périodes des grandes guerres civiles internes en Angleterre et de ce que l'on appelle parfois la seconde guerre de 100 ans, donc de 1700-1715 à 1815, où la rivalité avec la France va prendre une dimension toujours plus structurante. Mais commençons par voir ce qui arrive donc à partir de 1603. C'est-à-dire de la mort d'Élisabeth Ier. Une nouvelle dynastie arrive pour remplacer les Tudors, il s'agit des Stuarts. Jacques Ier devient roi. Il est le fils de Marie Stuart, qui était reine d'Écosse. Ainsi les deux royaumes se rapprochent, mais restent toutefois formellement indépendants l'un de l'autre. L'Angleterre est, avec la Russie, la seule puissance à ne pas participer à la guerre de 30 ans, le conflit majeur du XVIIe siècle en Europe, qui est une guerre de très grande ampleur de 1618 à 1648, opposant la France catholique, alliée avec les grandes puissances protestantes du Nord, notamment la Suède, à la monarchie des Habsbourg qui, entre l'Espagne, l'Italie et le monde germanique, occupait alors une position presque hégémonique sur le continent. En dépit d'un soutien diplomatique aux puissances protestantes et à la France, le roi Jacques Ier cherche à ménager la colère espagnole. Durant toute cette période, l'Angleterre va en fait rester très timide et Jacques mourra très impopulaire, son fanatisme anglican à l'intérieur du pays ayant radicalisé le parti catholique et provoqué en partie l'émigration des puritains en Amérique. En 1625, son fils Charles Ier lui succède. Il est conseillé par Georges Villiers, duc de Buckingham, qui se veut une sorte de Richelieu britannique, c'est-à-dire un premier ministre qui organise tout, mais n'en a nullement le talent et la vision stratégique. La flotte anglaise est envoyée en 1628 à La Rochelle pour soutenir la dernière poche protestante en France, mais elle subit un désastre et le duc est assassiné au même moment. Charles Ier tient à maintenir la méthode de gouvernement absolutiste qu'avaient mis en place les Tudors, tandis qu'à la Chambre des communes, les puritains gagnent en influence. En 1642, la situation n'est plus tenable. La guerre civile anglaise, dite également parfois Première Révolution ou Grande Rébellion, éclate. Et alors là, il faut faire un petit point pour appréhender en gros les deux camps qui entrent en jeu dans ce conflit. Le premier camp, c'est celui de la haute noblesse, la noblesse traditionnaliste. On les appelle les cavaliers. Ils soutiennent ardemment l'absolutisme du roi Charles Ier. Ils sont en général anglicans, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à une église, l'église d'Angleterre, très hiérarchique, et dont le chef est le roi d'Angleterre. Le deuxième camp, c'est celui, donc on a déjà évoqué ce terme, des puritains. Les puritains, c'est un courant issu du protestantisme calviniste qui, en gros, reproche aux anglicans de s'être détachés de l'église catholique tout en conservant un sens très fort de la hiérarchie, un peu similaire à celui des catholiques. Donc en fait, qui reproche aux anglicans de ne pas être allés assez loin dans la réforme protestante. Par ailleurs, sur le plan politique, ces puritains ne sont pas en faveur de la monarchie absolue, mais du parlementarisme, donc d'une forte participation des assemblées à la vie politique.
En quelque sorte, ils peuvent être considérés comme des précurseurs de la démocratie à l'anglaise. Considérant que la situation en 1642 n'est plus réglable par les voies légales, ils vont préconiser une opposition radicale et armée. Ce qui est intéressant, c'est que cette opposition entre cavaliers, donc la haute noblesse, et les puritains parlementaristes, c'est aussi une véritable opposition de style, y compris physique et même vestimentaire. Les puritains, parfois appelés les têtes rondes ou les roundheads, se rasent le crâne, sont vêtus de sombre et cultivent une certaine dureté, voire agressivité. En voyant leur apparence, sans vouloir faire d'anachronisme évidemment, mais je n'ai pas pu m'empêcher de voir comme une sorte de parallèle de long terme dans la culture populaire anglaise avec les groupes hooligans, des skinheads, un mouvement apparu de manière structurée dans les années 1970-80 en Angleterre, certes pas très évolué et pas du tout comparable politiquement, mais cultivant quand même certaines similarités comme les crânes rasés, les tenues sombres et un certain goût pour l'agressivité. Car les absolutistes, eux, donc en fait les nobles, les cavaliers, qui prennent la défense du roi, de leur côté, ils ont un style beaucoup plus coloré. Ils portent la perruque, la moustache, ils cultivent un style précieux et bariolé qu'on va retrouver beaucoup plus dans des cours de pays comme la France à la même époque. Cette opposition de style, on la retrouve très bien dans ce tableau de William Frederick Yem, où un groupe de têtes rondes, à droite, habillés de sombre et pour le moins austère, interroge sans ménagement un enfant qui, à sa tenue, semble être un fils de la haute noblesse, vêtu d'un bleu éclatant. Aux côtés de Charles se trouvent les représentants de l'ordre anglican traditionnel, grands seigneurs, grands terriens, haut clergé. Pour le Parlement, l'ordre social nouveau né de la Réforme, se dresse la bourgeoisie marchande, le petit peuple de Londres, les yeomen, paysans libres, petits propriétaires terriens avec, souvent, des aptitudes militaires. La gentry, tous en majeure partie puritains ou non conformistes. Mais les exceptions ne manquent pas. En 1644, l'armée royale est défaite au nord, vers la frontière écossaise. Cela correspond à l'émergence d'Oliver Cromwell, qui va devenir le chef des puritains, des têtes rondes. Cromwell est le type du châtelain puritain étroitement lié à ces classes moyennes, des villes et des campagnes qui détiennent une large part de la puissance économique et de l'influence politique. Il est originaire de la région de Cambridge, dans cette vaste zone de plaine de l'est de l'Angleterre qui correspond à l'ancienne Est-Anglie, une région très influencée par la culture et le rapport hollandais à l'économie, chose que j'ai détaillée en parlant des puritains dans une vidéo précédente que j'avais faite sur l'histoire des États-Unis et dont le lien s'affiche en haut à droite de votre écran. Cromwell est un exalté, qui par certains aspects préfigure bien certains des révolutionnaires français les plus fanatiques. Il veut en finir avec la monarchie, rêve d'une république égalitaire qu'il va finalement mettre en place. Il réintègre définitivement les Juifs à l'Angleterre en 1655, eux qui avaient été expulsés en 1290. Il se dit directement envoyé par Dieu et a des accès mystiques, un peu comme Robespierre d'ailleurs sur la fin avec son culte de l'être suprême. Il fait exécuter le roi Charles en 1649. Cependant, si l'égalitarisme de façade est prôné contre la haute aristocratie, Cromwell est en réalité un ardent soutien des milieux d'affaires, de la finance londonienne et de l'expansion du commerce maritime. Il ne faut pas oublier qu'il met également l'Irlande en coupe réglée et décime sa population catholique et royaliste dans un déchaînement de violence qui ressemble au massacre vendéen de la Révolution française. Mais il ne fera jamais tomber la foi catholique qui, au contraire, va peu à peu se renforcer sur l'île. En politique étrangère, Cromwell relance l'expansion anglaise dans les Antilles au détriment de l'Espagne. Il conquiert notamment la Jamaïque en 1655 et ménage une France de plus en plus puissante, mais pas vraiment menaçante sur les mers, en préparant la vente de Dunkerque qui se fera finalement en 1662. Cromwell meurt en 1658 et son régime ne lui survit pas. Face au déficit d'autorité et au très fort clivage qui traverse le pays, on rappelle le fils du roi, qui le deviendra lui-même sous le nom de Charles II. Si l'église anglicane demeure définitivement le socle religieux et institutionnel de la société anglaise, sachant parfaitement mélanger tradition, hiérarchie et indépendance,
caractère profondément britannique, en somme les avantages du catholicisme et ceux du protestantisme associés, le premier XVIIe siècle sonne l'émergence de nouveaux courants religieux dans un esprit de pluralisme qui déterminera l'Angleterre moderne. Au-delà des puritains, c'est aussi à cette époque que les Quakers émergent, qui fonderont aux États-Unis la ville de Philadelphie et l'État de Pennsylvanie. Pendant ce temps, Charles II va être le dernier roi authentiquement absolutiste en Angleterre. Voilà ce qu'en dit André Jambourde dans son Histoire de la Grande-Bretagne. L'ironique souverain est un fin politique. Son besoin d'argent pour ses plaisirs lui feront accepter, bien sûr, des subsides français, qui au reste ne l'engageront jamais plus loin qu'il ne peut ou veut aller. Mais le porteront à favoriser l'essor commercial, industriel, maritime et colonial. Au fond, il projette un vaste et secret dessein qui prépare directement le grand règlement de compte avec la France. Bien qu'il ne soit pas catholique, il favorise par des traités de tolérance religieuse le catholicisme réputé favorable à l'absolutisme. Puis, à la fin du XVIIe siècle, le pôle de l'économie et de la politique européenne se déplaçant vers le nord, se met en place une configuration d'opposition triangulaire entre l'Angleterre, la France et les Provinces-Unies. L'Angleterre veut limiter la puissance maritime et commerciale hollandaise, tout en contrôlant l'hégémonie continentale française. Idem concernant la Hollande, et la France, de son côté, veut favoriser et maintenir l'absolutisme et le catholicisme en Angleterre, tout en réduisant la puissance économique hollandaise et en sécurisant ses frontières nord. Charles II embarque d'abord l'Angleterre dans des guerres contre la Hollande, mais face à la pression populaire d'une Angleterre protestante, se voit contraint de changer d'ennemi. Son indécision le fait hésiter entre la France et la Hollande. Finalement, Charles II se convertit au catholicisme sur son lit de mort. Jacques II, son successeur, veut presser le retour de l'Angleterre au catholicisme, tandis qu'une grande partie de l'aristocratie anglaise, sociologiquement anglicane, défend le statu quo. L'affrontement est inévitable. Le roi est bien seul face aux forces considérables qui lui sont opposées. Il refuse cependant l'intervention de la France de Louis XIV, tandis que le Parlement, même chez les Tories, c'est-à-dire les loyalistes où se concentraient ses quelques soutiens, lance un appel au souverain de Hollande, Guillaume d'Orange, afin d'intervenir en Angleterre pour faire tomber le roi. Guillaume intervient et fait disparaître les derniers restes de catholicisme en Angleterre. Jacques II se réfugie en France. Guillaume et sa femme Marie, Stuart elle aussi, se font couronner roi et reine d'Angleterre au terme de la Glorieuse Révolution, qui n'a en réalité pas grand-chose de démocratique, mais consacre la toute-puissance des élites aristocratiques anglicanes, autant que la fin de la rivalité anglo-hollandaise, assurant aux deux nations, par l'alliance familiale, la possibilité de se concentrer sur la construction d'une hégémonie mondiale, commerciale et maritime. En interne, le parti jacobite, c'est-à-dire les partisans du roi Jacques, en grande majorité catholique, subsiste en Écosse, mais il est trop faible pour véritablement changer la donne. C'est en Irlande que les chances de soulèvement contre-révolutionnaire sont les plus fortes. Cependant, l'alliance franco-irlandaise, montée en 1690, échoue à Londonderry, et l'Irlande est une nouvelle fois violemment réprimée. Plus que jamais, l'Angleterre au nouveau visage pro-hollandais prend une dimension anti-française. Il s'agit à la fois d'une opposition économique et militaire, les deux pays ayant été engagés dans de terribles guerres contre la France, surtout la Hollande, mais aussi d'une croisade religieuse face à un pays dont le roi, Louis XIV, a révoqué l'édit de Nantes en 1685 et cause donc énormément de tort aux protestants. Partout dans ces deux nations, l'hystérie nationale voit des complots papistes. Le début du XVIIIe siècle constitue un tournant majeur. Le grand enjeu de ce début de siècle, c'est le trône d'Espagne. Car deux prétendants se disputent le trône. L'un est français, l'autre est autrichien. Les Anglais préfèrent évidemment le candidat autrichien, car si un Français montait sur le trône d'Espagne, cela lierait les deux royaumes que sont l'Espagne et la France, et avec leur flotte gigantesque, ça pourrait mettre en péril la puissance de la Royal Navy. La guerre déclenchée dans le cadre de cette lutte pour le trône d'Espagne, c'est ce qu'on appelle la guerre de succession d'Espagne de 1701 à 1714. Voilà ce qu'en dit André Jambourde. Plus que tout sont à redouter pour l'Angleterre et la Hollande
l'intimité des deux puissances maritimes méditerranéennes et atlantiques, donc la France et l'Espagne, et de leur flotte, l'accaparement administratif, militaire et économique par la France, des Pays-Bas et surtout des territoires fabuleux des Indes occidentales espagnoles. Pendant 9 ans, l'Angleterre, dirigée militairement par le duc de Marlborough, enchaîne les succès. Les Anglais prennent notamment Gibraltar en 1704, qu'ils ne lâcheront plus. Cependant, tandis que Louis XIV est prêt à négocier, les diplomates anglais se montrent particulièrement malhabiles. La situation se retourne alors et, à la suite de plusieurs victoires françaises, Louis parvient à imposer un candidat Bourbon, Philippe V, son petit-fils, au trône d'Espagne. Cependant, et là on arrive à un moment crucial de cette vidéo, ayant appris de leurs erreurs, les Anglais négocient parfaitement la paix d'Utrecht en 1713. Le traité d'Utrecht, c'est une étape absolument capitale dans l'établissement de la puissance mondiale britannique. Et s'il y avait une chose à retenir de la montée en puissance, de ce qui a permis la montée en puissance et la construction de l'hégémonie britannique sur le monde, c'est peut-être, sûrement même, le traité d'Utrecht en 1713. Certes, les Français parviennent à imposer les Bourbons à la tête d'une Espagne déclinante. Mais il s'agit là en réalité de leur seule victoire dans cette guerre. Pour le reste, il y a 5 grands points à retenir, qui sont tous d'ailleurs à l'avantage de l'Angleterre. Premièrement, la France et l'Espagne sont évincées de Belgique, dont le contrôle passe à l'Autriche, que l'Angleterre a la certitude de pouvoir contrôler plus facilement que la France. Ensuite, l'Espagne perd toutes ses possessions en Italie, au profit également de l'Autriche. Par ailleurs, la France cède les façades maritimes stratégiques du Canada, donc Terre-Neuve, la baie d'Hudson, l'Acadie, etc., à l'Angleterre, ce qui est un prélude au démantèlement définitif de la Nouvelle-France qui aura lieu durant la guerre de 7 ans, quelques décennies plus tard. Quatrième point, l'Angleterre conserve Minorque et Gibraltar, qui sont 2 verrous de contrôle stratégique à l'entrée occidentale de la mer Méditerranée. Et surtout, le 5e point, c'est le plus important, c'est que au plus prestigieux, au plus rentable de tous les marchés coloniaux, celui des Antilles, l'Espagne se voit contrainte d'accepter la pénétration anglaise, alors qu'il s'agissait jusque-là d'un monopole. L'Angleterre, à partir de 1713, de fait, prend l'ascendant pour la première fois et définitivement dans le commerce transatlantique. Plus aucune flotte européenne ne peut et ne pourra jamais rivaliser avec les Anglais. Donc globalement, au début du XVIIIe siècle, il y a 2 phénomènes. Sur le plan européen, l'opposition avec la France qui détermine le rapprochement anglo-hollandais avec l'Autriche des Habsbourg. Et sur le plan interne, les dissensions anglo-écossaises qui sont enfin surmontées et l'acte d'union, ce qu'on appelle l'acte d'union de 1707 qui consacre l'union des 2 royaumes et établit la fondation du Royaume-Uni. Par ailleurs, un nouveau phénomène politique caractérise la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Avec le parlementarisme issu de la Révolution de 1688, on assiste à l'émergence de 2 camps, les Whigs et les Tories, comme forces majeures structurant une vie politique apaisée. Avec le temps, les Whigs finiront par représenter le camp des libéraux, des travaillistes, c'est-à-dire la gauche, et les Tories représenteront les conservateurs. Ce sont d'ailleurs les Whigs, champions du protestantisme et de l'impérialisme commercial et maritime, qui dominent la plupart du temps les débats, reléguant les Tories à un rôle d'opposition. Enfin, de nombreuses figures artistiques, politiques ou scientifiques anglaises ont une grande influence sur le XVIIe siècle anglais et même parfois européen. On peut citer Purcell en musique, Newton en astronomie ou encore Hobbes et Locke en philosophie politique. Le système politique de faction oligarchique Whig-Tories est un véritable cercle fermé de quelques milliers de membres de l'élite, basé sur le sens des affaires et la cooptation. Longtemps, les Tories ne parviennent pas à prendre le leadership politique. Mais afin que le pouvoir soit bien réparti, un système de répartition implicite de celui-ci est organisé. Tacitement, les 2 partis se partagent les zones d'action. Pour les Whigs,
les responsabilités du pouvoir. Pour les Tories, intangibilité de l'influence des squires campagnards, des prérogatives du clergé anglican et des universitaires. La corruption est alors monnaie courante. En fait, l'état d'esprit entreprenant de cette nouvelle élite britannique résolument tournée vers l'expansion peut être relativement bien synthétisé par la création, en 1717, de la franc-maçonnerie moderne par Jean-Théophile des Aguliers, avec ce qui deviendra plus tard la Grande Loge d'Angleterre. En dépit de la paix d'Utrecht, les affaires ne vont pas si bien sur plusieurs aspects. La dette augmente et un krach financier met en faillite la Compagnie des Mers du Sud. Les derniers jacobites, forts de soutien en Écosse, continuent d'appuyer les prétendants Stuart. Ils seront définitivement écrasés en 1746 à la bataille de Culloden. La figure majeure du moment, c'est Robert Walpole. Il est le premier Premier ministre, au sens moderne du terme, en Angleterre, de 1721 à 1742. Son grand œuvre sera le rétablissement des finances, mais aussi l'établissement d'une paix nécessaire avec la France, qui durera 22 ans, jusqu'à la rupture du traité par la France. La priorité pour les Anglais, c'est l'affaiblissement de l'empire atlantique espagnol. L'émergence d'une nouvelle génération de politiciens belliqueux et expansionnistes, sous l'influence de William Pitt, marginalise Walpole à partir de la fin des années 1730. La situation internationale s'aggrave, en Europe à cause de la guerre de succession d'Autriche, de la montée en puissance de la Prusse, et en Amérique car les progrès terrestres espagnols et français ne sont pas contenus. Alors va arriver un autre moment clé, ce qu'on appelle le renversement d'alliance de 1756. Jusque-là, le jeu d'alliance était simple. On avait affaire en Europe à deux alliances en quelque sorte croisées, une alliance entre la France et la Prusse, et l'autre entre l'Angleterre et l'Autriche, dans le cadre d'une rivalité historique qui avait agité pendant des siècles les Français et les Autrichiens, en fait la maison de Bourbon en France et la maison de Habsbourg en Autriche. Mais entre-temps, la donne a changé. Au début du XVIIIe siècle, il y a une grande puissance qui est en pleine ascension. Il s'agit de la Prusse, donc l'équivalent plus ou moins de l'Allemagne du Nord, à tel point que celle-ci devient presque plus puissante que l'Autriche. Inquiète devant la montée de cette puissance, la France de Louis XV va donc inverser son alliance et s'allier avec l'Autriche contre la Prusse pour contrer cette ascension. L'Angleterre, qui ne veut pas d'une hégémonie française sur le continent, va donc rompre son alliance avec l'Autriche et s'allier avec la Prusse contre les Autrichiens et les Français. Cette célèbre révolution diplomatique de 1756 est donc la cause d'une nouvelle guerre, la guerre de 7 ans. Mal en aura pris à Louis XV, car ce choix va s'avérer absolument désastreux pour la France. Sous le leadership de William Pitt, en effet, l'Angleterre, en dépit de quelques pertes mineures, comme la Martinique ou la Guadeloupe, s'assure du contrôle total de l'Amérique du Nord en dépeçant la Nouvelle-France, en prenant la Floride à l'Espagne, le Sénégal, et surtout en s'emparant de l'Inde, en ne laissant à la France que quelques comptoirs modestes. L'empire colonial français est dévasté, l'Espagne est affaiblie. L'hégémonie anglaise sur les mers du monde est en voie d'achèvement. Cependant, l'après-guerre, donc l'après-guerre de 7 ans, est plutôt mal gérée, notamment en interne, et les choses ne sont pas améliorées par un George III peu doué pour la chose politique. L'Angleterre se situe au carrefour entre une volonté de libéralisation plus poussée, promue notamment par les Whigs sous l'influence de Bentham, et les traditions politiques anciennes. Par ailleurs, la rupture avec une Amérique ascendante et très puritaine se creuse. La guerre d'indépendance des États-Unis est inévitable, et elle est malmenée, y compris au niveau naval. Loin cependant de réduire à néant les victoires de la guerre de 7 ans, la défaite anglaise a des conséquences fâcheuses. L'Amérique prend son indépendance, l'Angleterre doit rendre à l'Espagne la Floride et Minorque, et à la France le Sénégal. Mais elle conserve le Canada, désormais gouverné de manière plus libérale, et les Indes, un temps menacées. Les ardeurs libérales sont douchées par la violence de la Révolution française. L'Angleterre redevient conservatrice, ce qui favorise les Tories. Les réflexions sur la Révolution de France, rédigées par l'un des plus grands philosophes anglais de l'époque, Edmund Burke, bien que lui-même membre du parti Whig, sont plutôt bien évocatrices des réactions d'effroi et d'incompréhension qu'a suscité la Révolution chez les élites anglaises.
La question de la Révolution française et de l'épisode napoléonien mériterait une vidéo, voire une série de vidéos entières sur Historiapolis. Ce qu'il faut en retenir en bref, c'est que Napoléon, ayant conscience que la puissance anglaise s'était bâtie sur les mers, va tout tenter pour l'abattre, pour couper ses routes et pour frayer un chemin à la France, principalement en 3 étapes qui vont tout échouer. D'abord, il va tenter de prendre le contrôle de la Méditerranée, en se rendant en Égypte pour s'ouvrir la route de la mer Rouge et, in fine, des Indes britanniques. À la bataille d'Aboukir, en 1798, la marine française est taillée en pièces, une première fois par l'amiral Nelson, et les Anglais prennent Malte en 1800. Presque 100 ans après Gibraltar, le Royaume-Uni prend ainsi le contrôle d'un deuxième verrou capital pour le contrôle de la Méditerranée. Ensuite, en 1805, Napoléon va tenter d'envahir directement l'Angleterre. Pour cela, il lui faut le soutien de la flotte française de Méditerranée et de celle de ses alliés espagnols. Mais c'est encore peine perdue. En tentant de rejoindre la Manche, ces 2 flottes sont interceptées au large du Portugal à Trafalgar et écrasées par l'impitoyable amiral Nelson qui y laisse la vie, mais y gagne le statut de héros national. Enfin, à partir de 1806, Napoléon tente un blocus continental contre l'Angleterre, mais encore une fois, il échouera dans ses plans. En dépit de cet acharnement, en 1815, après Waterloo, l'Angleterre passe pour être la puissance tempérante face aux nations qui occupent la France. Après une guerre dans laquelle elle a investi des sommes considérables, elle a tout intérêt à une paix durable qui favorise ses intérêts commerciaux, d'autant qu'elle contrôle désormais presque tous les grands points de passage eurasiatiques et africains, que ce soit Malte, le Cap, les îles Ioniennes ou encore Ceylan. Les traités post-napoléoniens concluent et confirment l'évolution de la politique extérieure anglaise depuis Utrecht. Belgique soustraite à l'emprise française, division équilibrée de l'Europe, consolidation des conquêtes coloniales, de l'hégémonie en Méditerranée et sur les océans. Mais le début du XIXe siècle va plutôt être marqué par des problèmes internes en Angleterre, et en particulier un problème principal. Il s'agit de l'émergence d'une gigantesque classe ouvrière extrêmement pauvre. Il y a en effet à la fois explosion démographique entre 1760 et 1820 avec une population qui a plus que doublé en Angleterre, passant de 7 à 15 millions d'habitants, et une explosion technologique et des inventions, notamment au service de l'industrialisation. Ce thème de la révolution industrielle et l'entrée de l'Angleterre dans l'ère contemporaine, on le verra dans la prochaine et dernière vidéo qui sera consacrée à l'histoire de l'Angleterre de 1815 à aujourd'hui, recouvrant donc l'ère victorienne, les colonisations britanniques en Afrique ou encore en Océanie, les 2 guerres mondiales et l'affrontement, après celui contre l'Espagne, puis celui contre la France, cette fois-ci contre l'Allemagne. Et puis enfin la période la plus récente, qui est incontestablement, il faut l'admettre, globalement celle d'un long déclin, voire peut-être d'un effacement, lié au fait que depuis 1918 et peut-être plus encore depuis 1945, le cœur nucléaire du monde anglophone, et d'une certaine manière de ce qu'on appelle l'Occident, s'est déplacé de Londres vers New York et Washington. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à l'aimer, à la partager, à la commenter, et à bientôt sur Historiapolis.